Le acquis d'accord Odal a introduit une bonne fois pour toutes et la Il s'appelait Thomas et vivait dans la Drôme. Il avait 16 ans et aimait le rugby. Il aurait pu être votre ami, votre frère, votre enfant. Ses parents restaurateurs étaient de cette France ordinaire, celle qui ne casse pas, celle qui se lève tôt et qui travaille dur. Alors que le bal de l'hiver battait son plein à Crépol, dans ce petit village de 500 habitants, Jordan Bardella caracole en tête, loin devant la majorité présidentielle. Aujourd'hui, on est attaqué d'images, constamment. Notre rapport à ces images a irrémédiablement changé, en quelque chose de presque intrinsèque à notre existence. Les enfants aujourd'hui naissent pratiquement avec un téléphone entre les mains. Tenez ma nièce par exemple, elle a passé moins de temps avec un pinceau dans les mains qu'en regardant Chiquitoons Chouchou là. D'accord ? Très bien, mais quel est le rapport avec le sujet du jour, vous allez me dire ? Eh bien, avec ce changement dans notre manière de consommer, les images ont adopté un pouvoir jusqu'à là inégalé. Et le film dont on va parler aujourd'hui le met en scène d'une manière bien particulière. Savage Land, film américain sorti en 2015 et un faux documentaire, un mockumentaire comme on dit dans le jargon, écrit et réalisé non pas par un, ni par deux, mais bien 3 personnes, Phil Guidry, Simon Herbert et David Whelan, je sais pas comment ça se prononce, mais c'est ce type-là. Le récit prend place dans la ville fictive de Sangre de Cristo, à la frontière mexicaine en Arizona, ville dans laquelle, durant la nuit du 2 juin 2011, a eu lieu un massacre de la totalité de la population, soit 57 personnes. Avec un seul survivant, Francesco Salazar, le bricoleur de la commune et photographe amateur, qui, en tentant de fuir par la frontière pour rejoindre le Mexique, a été arrêté par la police. Il est accusé du massacre et est mis à l'interrogatoire. La presse locale et les radios s'emparent de l'histoire et y rajoutent leurs opinions. Tout le monde y va de son commentaire, entre le shérif, les piliers de bar d'à côté, les journalistes et autres experts. Les allégations portées contre Salazar sont accompagnées de commentaires racistes et xénophobes. L'opinion générale a par ailleurs reconnu Salazar coupable avant même son procès, pour le simple fait qu'il soit un immigré clandestin. Et le racisme pesant de l'État d'Arizona n'a pas aidé son cas. Le journaliste Lawrence Rose, qui est par ailleurs son vrai nom, accuse l'État d'Arizona de lynchage raciste dû à leur passé en lien avec le Ku Klux Klan. Le rapport de police affirme que le massacre a eu lieu dans toute la ville, du sud vers le nord. Et une pellicule de 37 photos, prise par Salazar pendant le massacre, a été retrouvée. Lawrence demande alors, sous réserve de liberté journalistique, de recevoir cette pellicule et la fait analyser par le reporter, photographe et journaliste Len Matheson, qui crédite les photos comme étant valides et non retouchées. L'autopsie des corps, ou du moins ce qu'il en reste, montre des morsures, griffures, des corps déchiquetés et semble-t-il dévorés. Certaines victimes sont même introuvables. Dans la salle d'interrogatoire, Salazar nous raconte que le massacre a commencé avec Danny Montes, qui est rentré chez Salazar en demandant de l'aide et qui est, selon ses dires, mort sur le canapé, puis s'est relevé pour l'attaquer. Donc ni une ni deux, Francisco prend la pioche et assène 37 coups, ah oui quand même, à son assaillant. Et il prend la première photo. Here is photograph 01 on the roll. This is the start of what Salazar saw, what sent him back toward town. This is what made him run. Et cette photo bascule l'histoire dans le fantastique. Dans le sens où le surnaturel vient se mêler au monde réel, par exemple Prince des Ténèbres, alors que la fantaisie, le surnaturel et la magie font partie du monde actuel. Par exemple, Seigneur des Anneaux. Le sud étant bloqué par une horde de zombies, il décide d'aller en pleine ville pour crier à l'aide. Il croise le vieux Ron Templeton, qui passe un petit moment chaleureux avec les zombies. Il continue son petit bout de chemin jusqu'en ville en prenant des photos à droite à gauche de chaque altercation. On y voit les habitants essayant de se défendre. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais à aucun moment on voit Salazar essayer d'interagir en quoi que ce soit, ni même venir en aide à ses amis. Salazar décide finalement de nous emmener dans l'église à la recherche de la petite Grace, une enfant avec qui il passe pas mal de temps. Et de retrouver la famille Putnam, mais la horde est déjà là. Et le pasteur Duane, je sais pas comment, mais ce type-là est devenu fou et a tué toute la famille, sauf Grace qui a réussi à fuir, puis il met fin à ses jours. Oui, il est tué par la horde, on sait pas trop. Grace is gone. Where is Grace? Mais la horreur, il trouve la garderie assaillie par les zombies et la petite Grace bloquée par les barreaux de la fenêtre. Il prend 3 photos, la 35, la 36 et la 37. La photo 37 est par ailleurs la seule photo où l'on voit Salazar directement agir. La petite Grace se fait dévorer, Salazar est reconnu coupable des crimes, condamné à mort, il est exécuté. Les journaux et radios ultra-conservateurs acclament la justice, mais retournement de situation, le corps de Salazar est introuvable et une vague d'attaques de la même intensité a lieu au nord de Sangre de Cristo. Et dans une vidéo de campeurs retrouvée par la police, on peut apercevoir ce qui semble être le zombie de Salazar. Puis, fin. J'ai dit plutôt qu'on voyait jamais Salazar intervenir pendant l'attaque, et il y a une raison à cela. On suit le déroulement des événements à travers les yeux de Salazar, comme si nous étions nous aussi spectateurs de ce qu'il a vécu. De par ses interviews et ses photos, il nous met dans son rôle.
On entend souvent la phrase « Cameraman never dies ». Comme si la caméra était intradigétique, mais qu'elle était, malgré ce qui peut se passer à l'écran, inébranlable. Le caméraman est une sorte d'entité suprême et on se sent en sécurité. Le reporter spécialiste Matheson lui dit lui-même « So long as you are behind that lens, so long as you are shooting through that lens, you are indestructible. » La caméra devient alors un totem d'immunité et le seul moyen de garder cette immunité serait de rester à l'écart, de ne jamais intervenir. Le nom même du film, littéralement Terre sauvage, et son style de faux documentaire envoie ces images de documentaires animaliers qui filment des animaux se faisant dévorer sans pitié par des prédateurs. Et jamais l'équipe technique n'intervient. Les photographes et caméramans sont d'ailleurs à des dizaines de mètres des actions, sous peine de finir en casse-croûte pour hippopotames. Comme les Salazar, Matheson rétorque d'ailleurs aux accusations de son non-implication en disant « Why did Francisco take the photos? I don't know. Maybe he thought he was going to die like everybody else. Why the hell not? » À ce moment précis, sur la toute dernière photo, Salazar est acteur du massacre, se faisant lui aussi attaquer et infecter. Comme tout bon film de zombies qui se respecte, les morts vivants ne sont qu'un prétexte pour faire ressortir ce qu'il y a de pire chez l'être humain. Et dans un contexte politique tendu où l'État d'Arizona est ultra conservateur avec un passé de violence notoire contre les minorités, les images sont tout bonnement évincées par la justice et même par l'avocat de Francisco. Il préfère faire des allégations irrationnelles sur Salazar. Dans le film, l'État d'Arizona refuse d'admettre l'évidente vérité, qu'un homme seul ne peut commettre un tel massacre. Un immigré clandestin mexicain qui commet un massacre à la frontière et qui essaie de fuir par la suite, c'est pour un État raciste et xénophobe la cible idéale. Ils utilisent quand même le terme raza, qui veut littéralement dire la race, un mot utilisé pour désigner l'ensemble des personnes d'origine mexicaine ou chicano et latino-américaine. Les habitants de la ville de Hintzman, une petite ville à côté de Sangre de Cristo, se tiennent informés de l'avancée des affaires à travers les médias locaux et ultra-conservateurs, et leur opinion se base dessus. Tout l'État, aussi bien les institutions que la population, est contre Francisco Salazar. Seule une poignée d'experts croient en lui. La psychothérapeute René, qui mène l'interrogatoire, le reporter Matheson, la famille de Salazar et même la femme de Ron Templeton, Eileen. You own a gun? I do. Ever since I've seen these photographs, I've been sleeping with it under my pillow. À première vue, le film est assez manichéen. Il oppose les méchants conservateurs face aux gentils progressistes. Le personnage de Lawrence Rose, que je n'ai pas mis dans la liste des gens qui croient en Salazar, car bien qu'il soit dans son camp, retourne les images à son avantage et sert ses idées politiques d'une Amérique ultra-raciste. It's not smoke and mirrors, it's desert, sand, hate, fear. Nat Turner, Scottsboro Boys, the Tulsa Race Riots, Zoot Suit Riots, Camp Grant Massacre, Operation Wetback, Rodney King, Sangre de Cristo. Or, la vérité est pourtant bel et bien là, et la menace plane sur le pays et s'étend et fait davantage de victimes. Pour Lawrence, la chose est claire, ce qui s'est passé à Sangre de Cristo n'est qu'un lynchage de plus, raciste de la police. Le fait de prendre un événement, de l'instrumentaliser et s'en servir pour taper sur le parti politique d'en face n'est qu'une perte de temps. Quand le reste de la population subisse encore les conséquences de ce massacre et on ne cherche plus à savoir comment le régler, mais à qui la faute? Je vais m'attarder un instant sur le format du film. Prendre un aspect de faux documentaire n'est pas anodin. En 2015, lorsque le film sort, le format found footage est sur la fin de son âge d'or. Et les films faux documentaires ne parlent qu'à un public de niche. Alors pourquoi se tirer une balle dans le pied? À la même année sort The Visit de M. Night Shyamalan, qui est un regain pour son réalisateur qui depuis 2006 se tapait bide sur bide aussi bien critique que financier. Il revient alors avec une société de production indépendante à petit budget relatif de 5 millions de dollars. Le format du faux documentaire et found footage est une astuce pour des jeunes réalisateurs pour faire des films à bas budget. En effet, ce genre de production a un coût relativement bas, parfois ne dépassant pas les centaines de milliers de dollars. On connaît tous évidemment l'histoire du projet Blair Witch. Mais il est certain que Savageland tire inspiration d'un autre film qui aborde à peu près les mêmes thèmes. District 9, qui comme Savageland aborde le sujet de la xénophobie et de la mise en marge des minorités. Le film commence comme un documentaire assez classique avant de changer complètement de style et finir en bon actionnaire des familles, bien SF. Pour un budget initial de 30 millions de dollars, il rapporte 210 millions de dollars au box-office. Mais autre que les raisons budgétaires, il y a une raison évidente au choix du documentaire. Le film veut nous faire questionner sur nos rapports aux informations, le traitement des images et à la haine qui en découle. Et quoi de mieux pour cela que de s'ancrer dans le réel? Avant de chercher sur Google, pensez que la ville de Hintzman et Sangre de Cristo existaient vraiment. Alors que non en fait. Un film d'horreur qui, au lieu d'utiliser des subterfuges pour vous faire peur, genre ça... Parce que ça là, oui, bah ça fait pas peur, ça vous surprend, c'est pas la même chose. Vous voyez, c'est Mickey, c'est pas terrifiant.
peut-être que si, mais ça l'est pas. Ça me rappelle les frissons que j'avais ressentis étant petit en découvrant Rec un soir à la télé. Je déconne pas, j'étais tellement terrifié au point de plus endormir le soir. Et donc Savage Land, pour faire vraiment peur, s'ancre dans la réalité. Mais encore plus, vous fait imaginer l'horreur. On ponctue les dialogues, les témoignages par des photos qui vous laissent vous imaginer de l'horreur. On dit souvent qu'une image vaut 1000 mots. Mais les images, vous les avez vues ? Regardez ces images, elles vous évoquent quoi, sérieux ? L'agitation, la peur, l'angoisse de Salazar, elles sont presque maléfiques. Plus que des zombies, on dirait des véritables démons. On pourrait même y déceler des références au peintre Francis Bacon. Il y en a même qui sont complètement noirs. On ne peut qu'imaginer ce que Francisco a vu. Quelque chose de si atroce que malgré l'urgence du moment, il se devait de le capturer. En résumé, Savage Land utilise des images de manière innovante pour construire sa narration et amplifier son impact émotionnel. Les photos servent non seulement de preuves visuelles, mais elles deviennent aussi un moyen de critique sociale et de réflexion sur la nature de la vérité et de la perception. Alors faites attention à la manière dont vous avez de consommer les images sur Internet. D'autant plus si ces images ont un intérêt politique et cherchent à jouer avec vos émotions pour vous faire attirer les faveurs de quelconque parti. Et si vous n'avez toujours pas vu Savage Land, je vous conseille d'aller le voir, je le mettrai le lien en description. Il est gratuit sur YouTube, il dure 1h20, ça se regarde très rapidement, c'est que en anglais malheureusement, mais bon, vous êtes chaud. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo, ciao. Un petit bêtisier très rapide, avec sûrement la phrase la plus compliquée que j'ai eu à prononcer. Et le film dans son... Oh putain, je bafouille de ouf. Ta gueule Youssouf, je te jure, ferme ta gueule, retourne-toi. Je vois ton sourire, ça me déconcentre de baiser. Enlève tes lunettes de derrière la tête, j'ai l'impression que... Fais-le. Le reporter Ta tête. Ça, on va le garder dans... Donc à première vue, le film est assez conservateur... Donc à première vue, le film est assez manichéen dans sa construction. Pas sa construction, pourquoi je rajoute un mot pour compliquer ? Donc à première vue, le film est assez conservateur... Putain. Entre les méchants conservateurs face aux gentils progressistes. Balade. Donc à première vue, le film est assez conservateur... Ouais, c'est trop dur. Donc à première vue, le film est assez manichéen. Manichéen. Je la fais maintenant, vas-y, en one shot. Donc à première vue, le film est assez manichéen. On met en face à face les... Ouais, je le refais tout à l'heure. Je le refais tout à l'heure. Pour Lawrence, la chose est claire. Attends.